Coucou, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. Désolée, mais on était fort malade. Fort malade. Bref, c'est grippe plus, fièvre à gogo, etc., etc. Donc voilà, pas de vidéo. J'aurais pas pu. Mais ici, ça va être un update lecture, et plus précisément un update lecture du Romanticide Challenge. Voilà, on est le 15 mars. Ça fait un mois que le challenge a commencé, donc celui de Nina Quill. Donc voilà. J'ai beaucoup avancé en fait au début février. Je sais pas pourquoi, j'ai été prise d'une frénésie de lecture. J'ai lu 1, 2, 4 livres en l'espace d'une semaine et demie, voire 2 max quoi. Et puis après, j'ai découvert Manta, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Et là, mon rythme de lecture papier a vraiment pas mal chuté. Mais de ce que je lis sur Manta, c'est de la romantasy aussi. Donc on peut dire encore que je suis vraiment à fond les ballons dans la romantasy. Bon allez, trêve de bavardage et allons-y pour le premier roman. Le premier roman qui remplit la première catégorie qui était Enemies to Lovers. Donc pour ça, pour rappel, j'avais pris The Crime, donc le tome de la saga de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Donc je crois que c'est la malédiction du vainqueur. Et en fait, j'ai enchaîné direct avec le tome 3. Je ne pouvais pas attendre. Donc je me suis fait ces deux bébés l'un à la suite de l'autre. Mais avant ça, de quoi ça parle ? Gagner peut être la pire des malédictions. Fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, Kestrel n'a que 2 choix devant elle. S'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à 17 ans à peine, elle n'est pas prête à se fermer ainsi à tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de folie. Kestrel vient de succomber à la malédiction du vainqueur. Celui qui remporte une enchère achète forcément, pour un prix trop élevé, l'objet de sa convoitise. Elle ignore encore qu'elle est loin, bien loin d'avoir fini de payer son geste. Joueuse hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir quand on lui ment. Elle croit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave, Arin, et comprend qu'il n'est pas ce qu'il paraît. Mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime partie de la vérité, une vérité qui pourrait bien lui coûter la vie, à elle et à tout son entourage. Gagner sera-t-il pour elle la pire des malédictions ? Jeu de pouvoir, coup de bluff et piège insidieux. Dans un monde nouveau, né de l'imagination d'une auteure unanimement saluée pour son talent, 2 jeunes gens que tout oppose se livrent à une partie de poker menteur qui pourrait bien décider de la destinée de tout un peuple. Ça vend du rêve. Et j'avais été hyper conquise par le tome 1 qui... c'est magnifique. C'est un Enemies to Lovers qui se transforme en Enemies to Lovers qui se transforme encore en Enemies to Lovers. Et l'autrice a réussi à faire ça de sorte à ce qu'on ne s'en lasse finalement jamais. Mais jamais. Donc, au début, j'avais un petit peu peur de me dire... j'étais pas hyper fan de la tournure que prenait l'intrigue. Et puis, direct, j'ai commencé le The Crime. Et ça a été génial. Un pur déluge de saveurs. J'étais à fond avec Kestrel. J'étais Kestrel. Mon cinéma s'est enclenché. Et on est parti dans l'aventure, en fait. Donc ici, on suit directement Kestrel juste après quelques mois, à mon avis, après les événements du tome 1. Et, oh mon Dieu. Je sais pas comment l'autrice a réussi à vraiment... à chaque fois donner une condition différente à Kestrel. Franchement, je vais pas vous spoiler, mais dans le 1, elle est dans une telle position, le 2, vraiment une autre position, et le 3, encore une autre. Ça ne se répète vraiment pas. Donc, ici, Arin est vraiment un peu absent, en fait. C'est ça un peu qui a fait que ça n'a pas été le coup de cœur intersidéral, même si ça reste quand même un coup de cœur, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand Arin et Kestrel se sont retrouvés, ça a été... oh, pépite. Mais je trouvais qu'il était fort absent et au final on est vraiment beaucoup dans la tête de Kestrel, ce qui est vraiment super, hein, soit dit en passant. Mais il me manquait Kestrel et Arin. Donc voilà. Mais à part ça,
J'ai bien aimé le développement qu'il y a entre la fille, donc Kestrel, et son papa, qui est le général. Là, on voit vraiment tout les, la froideur de leur contact, mais en même temps, cet amour au final qu'ils ont quand même l'un pour l'autre et qui fait que c'est un père et sa fille. Ah, c'était magnifique. Donc, à la fin de celui-là, je n'ai pas pu. J'ai fermé et je m'étais dit, il faut que je commence directement un autre livre. Je ne peux pas. Sinon, on va jamais s'en sortir si je dois faire les sagas complètes hein, dans le fantasy. Et puis je l'ai vu. Il était là, plus gros. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai dans un an et demi. J'y arriverai jamais. Alors je l'ai pris. Et je me suis dit, on va feuilleter quelques pages, histoire de voir si ça allait. Pour tout vous dire, j'ai fait 200... Je crois que j'ai fait 300 pages la première en une soirée. J'ai pas pu. Je crois que je l'ai bouffé littéralement en 2 jours. C'était tellement bien. Tellement, 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 tellement. Et là, il y avait Harine et Kestrel. Donc, coup de cœur. Franchement, c'est... Je sais même pas... Enfin, je sais pas si vous ressentez ça, mais quand il y a un coup de cœur, c'est tellement difficile d'en parler parce qu'on est encore tout retourné de toutes ces sensations qui nous ont transportés au final. Et on a tellement envie que... J'ai tellement envie que vous lisiez cette saga. C'est vrai. Parce que waouh! Ça a été intersidéral. Franchement, cette saga, si vous aimez la romanticie, les gars, faut y aller. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez pas passer à côté. Donc, je crois que ça va devenir une de mes sagas, mais phare. Rien que vous dire, j'ai déjà envie d'y retourner. Je suis trop triste. J'ai même été voir s'il y avait pas juste une petite nouvelle là, à se mettre sous la dent vite fait du futur, quoi. Mais il y a pas. Donc franchement, ça a été un coup de cœur. Cette saga, elle est... Je sais pas comment Marie Redkowski a fait. Ce tour de passe-passe en 3 tomes, on s'ennuie jamais. Mais on s'ennuie jamais. Et on voit plein de paysages différents. Il y a de la diversité. C'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, j'ai tout ça pour dire que j'ai bien complété mon Enemies to Lovers. Mais bon, si jamais ça va pas, je mettrai The Kiss quelque part ailleurs parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du retard avec Manta. Et bah, je sais pas si j'aurai le temps. Mais c'est déjà pas mal. Coup de cœur, lisez-le, pitié. Ensuite, après avoir assouvi mon besoin de lire The Curse, la saga, j'ai lu le tome 2 de Meg Corbin, donc Volet Noir de Anne Bishop aux éditions Milady. Donc pareil, le tome 1 avait été un véritable... une très bonne lecture, voire un coup de cœur, parce que franchement, c'était une urban fantasy qui est vraiment hyper prenante, hyper originale. Et ça fait des années, je me souviens, j'étais en Écosse quand j'ai lu ça. Et je me souviens que j'étais en train de visiter avec un bus et que je lisais, je ne pouvais plus, je pouvais pas m'en empêcher. Et donc c'était vraiment hyper chouette, mais ça fait quand même déjà 3-4 ans que je l'ai lu. Mais ça restait frais dans ma tête, curieusement. C'est pour dire. Donc j'ai décidé de lire ça pour compléter la catégorie créatures surnaturelles et vous allez voir, ça va très bien. Mais, résumé. Meg Corbin est une Cassandra sanguée, une prophétesse de sang capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules prêts à la taillader pour s'enrichir. Mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les autres, là où les lois humaines ne s'appliquent pas. Même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte. Car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux. Alors, j'avais un peu peur de commencer du coup, parce que vu le coup de cœur intersidéral précédent, je me dis, oh, ça va peut-être pas le faire. Que nenni. Ça a été tout aussi intersidéral, j'ai pas pu le lâcher, je l'ai bouffé, je n'ai pas le tome 3, ça m'a tuée, j'étais tellement triste. Je le voulais. J'allais saigner cette saga également comme The Curse, mais je n'ai pas pu.
Donc je me contenterai de vous parler de ce tome 2, qui forcément a été une très bonne lecture. On suit du coup... Meg. On suit Meg qui est là juste après les événements du tome 1 et avec Simon ça se rapproche, ça se cherche, mais Simon est toujours ancré dans des considérations animales, c'est normal. Et pour lui, Meg ça reste une amie, mais une amie qu'on protège beaucoup. D'autant plus que maintenant on voit beaucoup plus les Cassandra Sang et des éléments arrivent vraiment de réponse là-dessus. C'est vraiment hyper chouette et il y a de l'action, il y a des considérations de discrimination, de racisme, de... Franchement, ce tome, il est hyper complet, je trouve. Et on voit que c'est deux personnes qui finalement ne connaissent rien à l'humanité, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui pourtant vont commencer à la développer à leur manière. Tout simplement avec beaucoup de tendresse et pas d'a priori, ce qui est vraiment super chouette. Donc voilà. Meg, elle est hyper chouette, franchement. Elle se laisse vraiment pas faire et en même temps, on sent qu'elle est vraiment assez fragile. On le sent, je sais pas comment expliquer, mais quand on lit à la place de Meg, on sent qu'elle veut s'énerver parfois, mais que finalement, c'est pas du tout la peur des autres qui fait qu'elle est fragile, mais c'est tout ce qu'elle a vécu, elle a peur de mal faire, il y a toujours une certaine retenue dans ses gestes, et franchement, ça reste choupichou, et on a envie d'aller, de lui dire, allez vas-y, mets des mots sur ce que tu ressens, fais-le. Voilà. Mais sinon, tout le monde, même les autres, sont pas... Enfin, ils sont animaux. Ils ont une espèce de bestialité, forcément, mais qui, finalement, n'est pas gratuite. Enfin, comment expliquer? Ils sont pas agressifs, ils sont juste... ils sont là, et encore, ils sont assez proches des humains, et avec Meg, ils appellent les autres humaines qui sont amies avec Meg, la meute de Meg, et c'est franchement, pour eux, c'est un phénomène, mais what the fuck, quoi? Franchement, il y a des touches d'humour, c'est à se tordre de rire et c'est vraiment hyper chouette. Donc, de l'humour, de l'action, une pincée d'amour, mais slow burn au possible, avec de la tendresse, de l'amitié. Génial, franchement génial. Je le conseille à 1000% et c'est des créatures. Enfin, vous n'allez pas trouver un loup-garou. Non, Simon il se transforme en loup. Les corbeaux, les ours. Les vampires, ils sont pas comme... ils brillent pas au soleil, eux. Et donc, franchement, c'est vraiment très original. Et je vous le conseille si vous aimez un peu la Beatles. Et même si vous aimez pas, si vous êtes plus fan de fantasy, je crois qu'il y a moyen quand même que ça se fasse. Voilà. Après ça, j'ai découvert Manta. Alors oui, je sais, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler, étant donné que ça fait partie quand même pas mal de mon temps de lecture pour le moment. C'est toujours le cas. Et récemment, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fini une des sagas, des sagas que je lisais. Ça s'appelle When the Flowers Bloom. Donc, on vous met la petite fiche ici. Donc, qu'est-ce que ça raconte? En fait, on est en Corée il y a 400 ans, il me semble. Et nous suivons Yoon et Eng. C'est pas facile à prononcer, donc désolé pour les Coréens, s'il y en a qui passent. Donc Yoon et Eung Tae, qui ont un destin cruel. En fait, ils vont tous les deux recevoir la visite d'un monk, d'une espèce de devin qui va prédire leur mort, enfin la mort en tout cas de Eung Tae prématurément à cause surtout des fleurs qu'on appelle des trumpet vines, mais je vous mets la fleur ici. Et pour ça, son papa va essayer de tout faire pour ne pas que ce destin s'accomplisse. Donc il va couper toutes ces fleurs de son domaine. Il va empêcher son fils de manier l'épée, de faire des études, de faire à peu près tout. Tout ça pour essayer de le maintenir en vie le plus longtemps possible. Et de l'autre côté, on a Yoon qui, elle, en fait, a été sauvée à l'âge de 6 ans d'une noyade. Et normalement, le fameux
prophète, a dit que en fait elle aurait dû mourir ce jour-là et que la personne qui l'a sauvée va être punie. Et d'ailleurs cette personne a été punie et est décédée en plein hiver à la même endroit où il a sauvé cette petite fille. Du coup les parents ont pris peur et se sont dit que ils allaient la laisser cachée et vont faire courir des rumeurs comme quoi elle n'est pas belle, comme quoi elle est malade, etc., etc. Donc voilà, c'est à peu près ça, et c'est un destin de deux personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer et qui finalement se rencontrent, et c'est leur histoire en fait. Leur histoire tragique, mais leur histoire tout de même, parce qu'on apprend d'emblée, franchement, parce que il y a un tout petit prologue qui dit que en fait on est à notre époque et on voit en fait on retrouve des lettres de la jeune femme, donc de Yoon, qui parle de la mort de son mari, etc., etc. Et on sait comment ça va finir, mais pourquoi, comment, ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que c'est de la romantasy, en fait. Dedans, on parle de Dieu et de monde divin, etc. Que les fleurs, les trumpet vines venaient d'un jardin divin. Et que, voilà. De fil en aiguille, on l'apprend vite, mais c'est vraiment hyper chouette. C'est une petite série, je trouve, en 26 épisodes sur Manta, qui vaut vraiment la peine parce que ça... Les dessins sont vraiment mignons, les personnages sont mignons, enfin je veux dire ils n'ont pas vraiment de défauts, ils s'aiment. Leur amour est si puissant que quand finalement ça va partir en eau de boudin, il n'y aura que ça en tête. C'était vraiment beau quand ça s'est mal fini forcément. J'étais hyper triste, j'ai pleuré, mais au final on a quand même une petite touche heureuse. C'était vraiment, franchement, c'était une belle petite histoire qui mérite franchement d'être lue. Donc, si vous êtes abonné à Manta, n'hésitez pas, essayez d'aller la lire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, d'ailleurs, si je n'arrive pas à finir mon Romantasy Challenge avec ce que j'ai dit comme pal, eh ben, j'intégrerai encore une fois tout ça dedans. Après tout, les pales, c'est fait pour qu'on les brise. Non, ou alors c'est des règles. Voilà, la vidéo est à présent terminée et j'espère que vous avez apprécié mes avis lecture. Désolée pour un peu ce cafouillage, mais comme je vous l'ai dit, quand c'est des livres qu'on apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est vraiment, vraiment difficile d'en parler, à part de dire « lisez ». Franchement, lisez. Donc j'espère que ça vous a de toute façon quand même plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, si ça vous a donné envie de les lire, si vous les avez déjà lus, est-ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez déjà lu pour le Romantasy Challenge, si vous y participez. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment hyper plaisir chaque fois quand je vous lis, à repartager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est important, mine de rien, voilà. Et qu'est-ce que je me reste à dire à part? Salut!